bonjour dans cette émission Chemin de Traverse. C'est la dernière d'une série d'une semaine intense à Paris qui aura vu défiler des écrivains, des scientifiques, des philosophes. Eh bien, c'est une joie d'être accueilli ici chez Claude Vigée. Claude Vigée est un poète et nous allons dans cette émission apprendre à découvrir un peu de sa vie et surtout de son œuvre, de la poésie, de ce qu'il a nourri et des écrivains en général et de la vie et de l'amour. Claude Vigée, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous me posez là des questions abyssales. Je voudrais dire d'abord que ce qui a déterminé toute ma vie, c'est le fait d'être né à la campagne, en Alsace, juste après la Première Guerre mondiale, pratiquement 2 ans après l'armistice de 1918, dans un pays qui est d'ailleurs toujours, mais les choses ont changé, dans un petit pays qui était enclavé, encastré entre l'univers germanique qui venait de s'écrouler et la France, après 50 ans d'annexion à l'Allemagne sous les empereurs, sous les Hohenzollern. Ma génération, qui est née là-bas, eh bien, elle a recueilli à la fois tous les conflits, mais aussi tous les héritages de ce monde étrange, de ce monde que j'ai toujours appelé une lune à part. L'Alsace était vraiment une lune à part, et puis dans cette lune-là, eh bien, à la campagne, dans une petite ville, une bourgade, moitié industrielle et moitié rurale, à quelques kilomètres du Rhin, entourée de forêts, de pins, entourée de garennes où sautaient des tas de lapins, qui jouaient un grand rôle dans nos vies, et de marécages également près du Rhin, un pays qu'on appelle en dialecte le Ried, c'est-à-dire le pays du roseau. C'est là-dedans que j'ai grandi, dans une petite communauté juive, mais tout de même, on devait être une 50aine de familles, des gens qui venaient tous, ou presque tous, comme ma famille maternelle, de villages, des villages là, donc de la campagne environnante. La famille de mon père, eux étaient déjà des citadins, puisque mon arrière-grand-père, faisons pas d'erreur, mon arrière-grand-père paternel avait quitté son village de Gundershofen, qui est près des Vosges, pendant la Révolution, ou juste après la Révolution, pour aller s'établir à Haguenau, qui est le chef-lieu. Alors que Bischwiller, où je suis né, est une petite ville à 7 km de là. Ils se sont établis, venant ou des villages environnants, dans le Bas-Rhin, ou de Haguenau, qui était une sorte de petite capitale régionale. Ils se sont établis à Bischwiller sous le règne du roi Louis-Philippe, donc dans les années 40 du 19e siècle, parce que à Bischwiller s'étaient établis des fabriques de draps, des manufactures de draps, des entreprises qui à l'époque étaient assez importantes, fondées par des protestants, parce que Bischwiller était une petite, une métropole, on l'appelait la Mulhouse du Nord, mais en réalité c'était beaucoup plus petit. Les gens qui tenaient le haut du pavé dans le Bischwiller de mon enfance, encore, c'était les bonnes familles protestantes qui étaient non seulement des médecins, des notaires, des notables, mais aussi des propriétaires d'usines. Et j'ai grandi dans ce milieu-là où les enfants juifs, les enfants catholiques, les enfants protestants se fréquentaient. C'est sans doute parce que, contrairement à d'autres endroits plus archaïques de l'Alsace de cette époque-là, parce qu'à Bischwiller, les classes sociales se mêlaient. Il y avait évidemment beaucoup d'ouvriers, puisque les ouvriers en général étaient catholiques. Les chefs d'entreprise et protestants, la HSP. Ça, c'est peut-être pas le hasard, hein ? Non, mais évidemment, c'est parce que les familles protestantes du nord de l'Alsace et de Strasbourg aussi, qui est tout près, qui est à 26 km, mais à cette époque-là, Strasbourg me paraissait à une distance infinie, 26 km. Tant que j'ai pas eu de vélo, c'est-à-dire tant que j'ai pas possédé de bicyclette pour aller tout seul à Strasbourg sur mon vélo, Strasbourg c'était loin, c'était un endroit mystérieux. Mais à Bischwiller, il y avait été représenté au fond les 3 couches principales de la population du Bas-Rhin. Et à l'époque encore, les divisions se faisaient
par distinction religieuse. Claude Vigée, est-ce que ça vous a... Beaucoup marqué. Bah justement, j'allais vous poser la question. Claude Vigée, est-ce que ça vous a, à l'époque, quand vous étiez enfant, est-ce que vous étiez conscient? Donc on est aux alentours des années 20-30, hein, vous êtes né en 21, je rappelle, hein, en janvier 21, voilà, ouais, pratiquement 20. Mais est-ce que en tant qu'enfant, quand vous aviez 10 ans, ça vous a marqué ou ça vous a marqué un peu plus tard? Bien, lors de l'enfance, les distinctions, il y avait évidemment les distinctions, mais il n'y avait pas d'hostilité entre les groupes. Je crois que Bischwiller devait être une exception. Peut-être à cause de la présence de l'industrie, je ne sais pas, et d'une espèce de... Il y avait aussi des Polonais qui étaient venus, des ouvriers polonais et italiens qui étaient venus dans ce petit Bischwiller de 8000 habitants, et cela donnait à ce qu'on appelait... oui, on appelait cela Flecken, c'est-à-dire une tache, une petite ville. Ça donnait une couleur, une bigarrure que n'avaient pas les autres endroits en Alsace. Et je crois que ça m'a... Pour moi, enfant, j'ai compris, alors que je ne sortais pas de mon patelin, j'ai compris que le monde était vaste et qu'il y avait, comme me disait mon grand-père Léopold, qui lui venait d'un village, qu'il y avait beaucoup de sortes d'animaux dans le jardin zoologique de notre Seigneur Dieu. Il disait ça dans son yiddish alsacien, et ça, vous voulez que je vous le dise? Unser Chayet sei allem ist ein großer Tiergarten. C'est du judéo-alsacien. J'ai appris cette langue tout à fait particulière des juifs d'Alsace, des juifs paysans de mon grand-père maternel, puis c'était sa vraie langue. Et ça voulait dire que la création de notre Seigneur Dieu est un grand jardin zoologique, n'est-ce pas? Eh bien, Bischwiller aussi, tout petit, j'y rencontrais le monde entier, et comme j'étais un enfant très liant, très joyeux, je me mêlais à toute la population. Mes meilleurs copains étaient en général, naturellement, les pires voyous des quartiers excentriques. Et parce que c'est avec eux qu'on s'amusait le mieux et qu'on faisait les 400 coups. Mais j'avais également, parmi mes amis, les fils des 2 pasteurs protestants, qui étaient toujours pris d'excellence, ceux-là. Aucun danger qu'ils fassent les 400 coups. Et les enfants de la bourgeoisie juive, bien sûr, il y avait une petite bourgeoisie, pas très nombreuse, et les enfants de ce qui était moins socialement moins brillant, c'est-à-dire les fils des marchands de bestiaux, les juifs. Tout ça venant des villages, des environs. Les fils des marchands de céréales, et comme j'étais moi-même, enfant de marchands de draps, puisque ma famille paternelle avait un magasin de draps où on vendait, bien sûr, le drap fabriqué à Bischwiller. Ça allait de l'usine directement sur le comptoir de mes grands-parents, où venaient les paysans et les gens des environs acheter le drap au maître. Et dans ma petite enfance, je voyais bien d'abord mes grands-parents, Jules et Coralie, justement, et mon père, découper avec de grands ciseaux bleuâtres, comme ça, j'étais des reflets d'acier, découper les toiles, la laine peignée, le cheviote, tout ce qu'on veut, devant moi. Parce que je devais apprendre le métier. Ils voulaient que je prenne la succession. Grâce à Dieu, ils ont fait... toutes ces boutiques ont été fermées à cause de la crise de 29. Et maintenant, vous êtes dans de beaux draps, on peut dire. Je suis dans de beaux draps. Mais enfin, je me souviens très bien de tout cela. Et vous voyez, j'ai été marqué par des choses extrêmement concrètes. Et voilà, le concret. Et j'étais reçu aussi dans les familles catholiques, surtout celle du notaire. Alors ça, c'était évidemment des notables. Le notaire de Bischwiller, qui d'ailleurs était orinois, qui n'était pas de chez nous, et sa femme et leurs enfants ils habitaient à côté. Ils habitaient sur la place du Lion d'Or, en face de la mairie, à côté de chez moi. Et dès la plus petite enfance, on se fréquentait, et ils m'invitaient chez eux. J'ai raconté dans un de mes livres, ça s'appelle Le Buisson Ardent. C'est une longue prose qui est l'introduction de mon premier grand recueil de poèmes, Le Soleil sous la mer, que Flammarion avait publié en 1972. Et les poèmes sont précédés d'une longue description de ce qu'étaient les fêtes de Noël, la soirée de Noël, chez mes amis catholiques,
le notaire Boller et sa famille et leurs 3 enfants au milieu des années 20. Donc j'étais reçu dans ces milieux, aussi bien que dans les milieux de la haute bourgeoisie protestante, dont les parents étaient allés au collège avec mon père. Mais je crois que Bischwiller était une exception. C'était pas une tolérance, c'était une vraie complicité. Je ne me sentais pas du tout le petit juif admis par exception ou parce par bon sentiment dans ces milieux-là. J'y appartenais tout simplement. Et leurs gosses venaient chez nous aussi. On savait très bien que les gosses catholiques et les gosses protestants, chacun allait dans des écoles primaires séparées. C'était le Concordat en Alsace encore. D'ailleurs, il continue aujourd'hui, mais moins rigoureux. Le Concordat de Napoléon Ier. Les catholiques allaient dans les écoles catholiques, les protestants et protestants. Et puis les petits juifs, eux, ils se débrouillaient pour aller au collège le plus tôt possible, pour éviter le choix. Et les meilleurs d'entre eux, évidemment, finalement, arrivaient jusqu'au collège, à partir de la 8e. Mais je voyais bien les incroyables antagonismes qui existaient entre les communautés catholiques, la communauté catholique, et les communautés protestantes, puisqu'il y en avait 2, réformés calvinistes et luthériens. Et j'assistais parfois, en sortant du collège, à des batailles rangées entre des gosses de l'école catholique et les gosses de l'école protestante, à la sortie des classes, à 4 heures du soir. Et je voyais bien, ça me paraissait incroyable et absurde, mais je me rendais compte qu'il y avait là de bonnes traditions, n'est-ce pas, de bonnes guerres de religion qui continuaient. Et au milieu de ça, des petits garçons comme moi, on évitait évidemment d'être pris dedans, d'être coincé entre les deux. Et moi, dès que je voyais qu'une bande allait sauter sur l'autre et qui se tapait dessus avec leur cartable, avec ce qu'ils appelaient leur cabas, c'était le nom qu'on donnait à ça. Alors moi, je prenais la tangente tout de suite, je me disais que les catholiques et les protestants se cassent la tête entre eux, c'est pas bon pour les juifs, ça. Et je rentrais vite chez moi. Mais enfin, eux ne m'attaquaient jamais. Y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, y a de la joie, partout y a de la joie, tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour, qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie, partout y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, ivre de ciel bleu, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle, elle saute la Seine à pieds joints en criant. Tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Y a de la joie, le percepteur met sa jaquette, plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit, donc j'avais rêvé, eh oui, car le ciel est gris. Ah, il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que mon rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson, chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie partout, il y a de la sam, 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 tout le jour, mon cœur bat. Chemin de travers sur RCF. Très bien, très bien.
D'abord, vous en tant que juif, je crois que votre famille n'était pas trop conformiste. Ça a d'ailleurs assez posé des problèmes que vous ne suiviez pas vraiment les règles judaïques, en fait, l'observance. Et je crois aussi que donc d'une part vous allez faire un commentaire là-dessus, et d'autre part, à force de côtoyer ces milieux à la fois catholiques, protestants, et puis ce non-conformisme juif, vous a, je pense, enfin vous allez me confirmer, oui, aider et vous donner une certaine liberté dans la croyance en Dieu, pas trop dogmatique. C'est tout à fait vrai. C'est vrai, dans ma famille paternelle, depuis le début du XXe siècle, et peut-être même déjà dans les dernières années du XIXe, il y avait un éloignement progressif du judaïsme religieux. Mes grands-parents paternels, donc Jules et Coralie, s'étaient détachés de la pratique juive quotidienne, du culte familial, du culte domestique, déjà, je sais pas, dans les années 80 du 19e siècle. Et je me souviens que au grand scandale d'ailleurs de ma famille maternelle, parce que du côté maternel, mes grands-parents, surtout mon grand-père maternel, qui venait tout droit d'un village, et d'un village merveilleux, mais c'était le monde archaïque, le monde des juifs de la campagne, lui. D'abord, il ne parlait que le judéo-alsacien, dont je vous ai donné un exemple tantôt. Et deuxièmement, il avait la nostalgie de son village. Et c'est lui qui m'a initié non seulement à la vie rurale, réelle, qu'il avait vécue toute sa vie, avant de venir en exil, comme il disait à Bischulaire, à 40 km de son village, mais le judaïsme, pour lui, était encore vécu. C'était un homme fruste, inculte en réalité, mais de sa propre enfance, de ses parents, de ses grands-parents, tous des juifs paysans, des juifs qui vivaient au milieu des paysans alsaciens depuis au moins la fin du XVIIe siècle, eh bien, de cela, il me transmettait quelque chose. Il me transmettait l'importance de l'écoute. Et c'est lui qui m'amenait à la synagogue, pas mon père, et encore moins mon grand-père paternel. Mais pour l'initiation à la tradition juive, dans ce cas-là de plus naïf d'ailleurs, de moins savant, c'était lui. Donc j'ai tout de même eu, à travers ce grand-père-là, qui s'appelait Léopold, une sorte de... Mais par contre, à cette époque, il n'était pas du tout question de mariage mixte, par exemple. C'était pas encore à la mode. Non, mais pas du tout pour des raisons... Oui, enfin, même dans les milieux juifs petits bourgeois, comme celui de mon père, ça ne se faisait pas encore. Mais c'est que les chrétiens non plus n'étaient pas prêts. Hein. Avec les protestants, on va dire, catho. Dans mon enfance, des hommes d'affaires juifs s'associaient avec des hommes d'affaires protestants à Bischulaire. Une partie des usines dont je parlais tantôt, dans mon enfance, dans les années 20 et 30, jusqu'à la faillite causée par la grande crise de 29, plusieurs de ces manufactures étaient conjointement possédées par des familles protestantes et juives. Par exemple, il y avait, je peux donner les noms, il y avait Göllner Brica, protestant, et Hirsch. Hirsch, c'était une famille juive de Bischulaire qui tenait le haut du pavé. Lui était, monsieur Edmond Hirsch était pendant très longtemps le président de la communauté juive de Bischulaire, ce qu'on appelait Parnas, c'est-à-dire Parnas, président. Et ces gens, non seulement frayaient avec les protestants, mais étaient associés dans les affaires. Mais pour le mariage, ça non. Ça, c'est un autre problème. Moi, je n'ai jamais vu, dans mon enfance et même dans mon adolescence, un mariage à Bischulaire entre des jeunes gens d'origine juive et chrétien. C'est ce que disait un des fils de mon grand-père. Mon oncle maternel, qui plus tard est devenu mon beau-père, alors lui, qui était déjà à moitié, bien que sorti aussi, lui, évidemment, d'un personnage comme Léopold, donc du village, donc du judaïsme archaïque, lui, il me disait ceci. Il me disait, avec les juifs, il faut jouer aux cartes le sabbat, il faut se marier, il faut se faire enterrer, mais, ajoutait-il, mais jamais faire d'affaires. Ça, c'était le point de vue de mon oncle Émile, qui plus tard était devenu mon beau-père. Mais vous voyez, il
on trouvait de tout là-dedans. C'était au fond un milieu assez libre, assez libéré de beaucoup de préjugés, mais qui tout de même tenait encore aux choses du ventre, comme on disait. Pour les choses du ventre, on restait entre soi. Ça, c'est l'expression qu'il employait, du ventre. Les choses du ventre, c'est entre nous. Claude Vigée, je voudrais que vous parliez un peu de vos parents. Au début du livre donc, dont je me suis inspiré pour cette interview, Les portes éclairées de la nuit, aux éditions du Cerf, en collaboration avec Sylvie Pariset, vous dites au début que vos parents, Coralie et Jules, étaient très... Oui. Ah oui. Et vous disiez qu'ils étaient très liés en fait, très unis, amoureux. Est-ce que le fait d'avoir des parents qui s'aiment et qui... Grands-parents, pardon, oui, c'est ça. Le fait d'avoir des grands, parce que vos parents, c'est autre chose. C'est autre chose. Et oui, c'était le contraire. Est-ce que le fait d'avoir eu des grands-parents qui s'aimaient à ce point vous a un peu, quelque part, sauvé quant à l'amour? Mais bien sûr. D'abord, je les ai connus. Mon grand-père Jules, je ne l'ai connu que peu de temps, puisqu'il est mort quand j'avais 4 ans, même pas. Mais la grand-mère Coralie, je l'ai très très bien connue, puisqu'elle est morte quand j'avais 10 ou 11 ans. Mais ils étaient restés des amoureux jusque dans la vieillesse. Et après le décès de mon grand-père Jules, ma grand-mère, puisque j'allais tous les jours chez ma grand-mère pour le fameux goûter à 4 heures. Et quel goûter, mais passons là-dessus, formidable. Il y avait au moins 6 sortes de gâteaux tous les jours, pour moi, le petit-fils. Alors la grand-mère Coralie me montrait la grande photo de son mari, au-dessus du coffre-fort. Parce que c'était la place d'honneur. Il y avait le coffre-fort dans le salon, et au-dessus, il y avait un grand portrait photo, d'ailleurs coloré, un colorier du grand-père Jules. Et alors, elle ne me disait pas que c'était... Elle me disait pas, ouais, c'est ton grand-père. Elle me disait, ça, c'est mon mari, Jules. Et elle me disait ça des années après sa mort, tous les jours. Ça, c'est mon mari, Jules. Elle vivait encore avec lui. C'est très beau. Claude Vigée, si on fait un... Les grands-parents maternels, c'était la même chose. Alors là, mais beaucoup plus judaïque, puisque d'abord, mon grand-père s'appelait Léopold, ce qui cachait le nom hébreu de Naphtali Arié. Léo, c'est Arié en hébreu. Lion, hein. Mais on l'appelait Léopold. Et puis sa femme s'appelait Sarah. Et eux aussi formaient un couple d'amoureux jusqu'à la fin. Donc mes grands-parents m'ont prouvé que des êtres humains peuvent se lier et rester ensemble et s'aimer jusqu'à la fin. Alors que, au contraire, le ménage de mes parents était malheureusement la dissension dès le début. J'ai grandi au milieu de parents qui ne s'aimaient pas, qui ne pouvaient pas se supporter, qui se sont finalement séparés après 15 ans d'une vie commune extrêmement dure et rocailleuse, de guerre, quoi. Une guerre quotidienne. Alors, j'ai aussi appris beaucoup de choses. J'ai compris que dans un cas pareil, le mieux que puisse faire un enfant, surtout un enfant unique, c'est de se tenir hors du champ de bataille, de ne pas se laisser entraîner, ni par l'un, ni par l'autre. C'était très dur. Mais là, c'était l'autre côté de la vie. Hein. Je vous ai décrit un aspect de ma vie d'enfant et d'adolescent très vivant, très plein de fougue et de verve, et amusant finalement. Bien qu'à partir de 1933, Hitler est au pouvoir, à 9 km de chez nous, c'est les nazis déjà. La radio, le danger qui monte, le danger nazi, et puis la crise mondiale, la ruine pour beaucoup de ces petits commerçants, comme mon père à Bischwiller à cette époque-là. Mais au milieu de ça, tout de même, pour le gosse que j'étais, une vie douée avec une certaine gaieté, et une croyance ou un instinct qui me disait que malgré tout la vie était bonne et qu'il fallait simplement ouvrir les yeux et les oreilles et les mains et recevoir avec gratitude ce qu'on pouvait recevoir des autres. Et cette attitude, je l'ai toujours gardée. Mais là, Hitler d'un côté, la grande crise financière et économique de l'autre ont assombri évidemment mon adolescence, comme celle de tous les jeunes de ma génération. Mais ça n'empêche, il y avait quelque chose de plus fort, et ce quelque chose de plus fort, c'était l'amour de la vie. Et cet amour-là, malgré leurs dissensions, mes parents aussi me l'ont insufflé, chacun pour sa part.
et bien sûr les grands-parents, qui eux étaient l'exemple pour moi vivant de ce que c'est que la fidélité à l'existence. Le monde n'était pas un enfer, il ne fallait pas contribuer à en faire un enfer, mais au contraire, selon l'enseignement biblique, choisir la vie. Ça, c'était la grande leçon, malgré tout. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs, qu'elle était à 20 ans, je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc, et j'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis 30 ans, et qu'elle s'était donnée et qu'elle avait souffert sous le joug d'un amant. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire l'amour si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein lourd. Je n'imaginais pas que ma mère soit encore si jolie en gris-blanc, pour les yeux de celui qui caressait son corps, qu'il aimait à présent. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Si je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs, qu'elle était à 20 ans.